Ah bah, vous voyez, il y a des gens qui attendent qu'on ferme la porte pour rentrer. Ça, c'est de la frustration. Ça, tant que la porte n'est pas fermée, ils ne rentrent pas. C'est comme ça. C'est bon, c'est l'équipe. Ah, c'est l'équipe en plus. La honte un peu, quoi, quand même. Hein, enfin, l'ex-équipe, du coup, c'est ce que vient de me dire Madame Foucard. Donc, ex-équipe. Donc, DRH, enfin, apparemment aussi également. Non ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, mais quand même ayant des pouvoirs assez développés pour virer la moitié de l'équipe. On est entre nous, hein, on se permet des petites apartés. Il y en a d'autres dans le Pirois qui veulent être virés ou non? Ou ça va? J'ai rien dit. La porte est fermée. Donc il y a Benoît qui rentre derrière. Benoît, ferme la porte derrière, s'il vous plaît. Il y a peut-être 15 personnes qui vont arriver, c'est ça. Ouais, donc écoutez, très bien hein, que ceux qui ne sont pas là le regrettent, hein, après tout. Donc on est en fin de journée un petit peu quand même. Donc j'ai avec moi aujourd'hui donc Isabelle Foucard, donc coordonnatrice académique risque majeur au sein de l'Académie de La Réunion. Ça envoie quand même un peu, hein, c'est quand même un peu, c'est ronflant, c'est classe un petit peu quand même. Anthony Roulin, chef de projet risque majeur au sein de l'ONF. Donc ça on voit aussi un peu moins, mais ça on voit quand même. Lauriane Tibaldi, chef de projet Paris pas Paris au sein de la Pirois, Croix-Rouge française. Donc là, je ne ferai pas de commentaires. Lauriane. Cimetière Zot Paris, tu réponds? Ouais, c'est la fin de journée hein, quand même. Hein, je tiens, tu vois, c'est quand même. Cimetière Zot Paris, il répond? Bah non, ils ne répondent pas pareil, ils ne répondent pas pareil, puisque c'est l'intitulé Cimetière Zot Paris, Zot il dit. Voilà, et donc il sent que vous n'avez pas pareil. Hein. C'est un truc là, une espèce d'énergie. Quelqu'un peut aller chercher du café, s'il vous plaît. On a du temps, hein. On a 1h15, ils ont approximativement une demi-heure d'intervention. Madame Foucard, c'est à peu près ça, c'est ce qu'on s'est dit. Madame Foucard, regarde, on dirait ça languette à moi, donc je vais commencer. Alors, de par sa localisation géographique, sa géologie et son relief très accidenté, ça n'aurait échappé à personne, La Réunion est le département français le plus exposé aux risques liés aux aléas naturels. Donc, qu'ils soient d'origine géologique, mouvements de terrain, éruptions volcaniques, séismes, tsunamis ou climatiques, cyclones et tempêtes tropicales, inondations, feux de végétation, 7 des 8 risques liés aux aléas naturels menacent l'île. D'ailleurs, vous remarquez que depuis ce matin, je n'ai pas dit un seul mot de français, c'est vous dire le profond respect que j'ai pour vous. Donc, face à ce contexte et au changement climatique, il semble nécessaire de se préparer à faire face à ces phénomènes. À La Réunion, la Croix-Rouge française, à travers sa plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, Pirois, a initié en janvier 2011 un projet de prévention au risque de catastrophe dans le but de réduire la vulnérabilité de la population. Au fil du temps, le projet s'est entouré de nombreux acteurs de gestion de crise afin de répondre à cet objectif. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de discuter de la coordination en matière d'éducation, de sensibilisation, de préparation face aux risques naturels que mène le projet Paris pas Paris. Jusque-là, tout est clair ? Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein, finalement, j'ai l'impression que ça marche mieux que Micos Créole. Les clairs, vous êtes pas clairs ? Ouais, c'est bon, bref. Donc, alors, première question, Madame Lauriane Tibaldi, vous qui êtes chef de projet Paris pas Paris au sein de la Pirois, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Tout d'abord, donc, on vous remercie d'être présents à cette table ronde. On est ici du coup pour regarder, en fait, avec nos multiples regards, faire un tour d'horizon sur ce que porte le projet Paris pas Paris et ce qu'on mène comme action à La Réunion. Donc, le projet Paris pas Paris, ça fait maintenant 12 ans qu'il existe à La Réunion au sein de la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, qui est un projet porté par la Croix-Rouge française. Donc on travaille avec les bénévoles de la Croix-Rouge française, que je remercie encore une fois, on les remercie jamais assez. Et c'est un projet qui est né donc il y a 11 ans avec pour but de réduire la vulnérabilité de la population réunionnaise. Quand je dis réduire la vulnérabilité, c'est aussi acculturer les Réunionnais au risque naturel et enrichir la culture du risque. On en parle depuis ce matin et on a été tous les témoins d'un beau témoignage des élèves de collège, donc du collège de Titan au Port, qui ont mené l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, un projet sur la mémoire des cyclones et qui sont allés interroger finalement les Gramounes sur leur vécu. Et finalement, ce qui est ressorti, c'est une vidéo, et la fin de la vidéo, c'était un enfant qui venait apprendre les alertes cycloniques à une personne âgée de l'EHPAD. Et c'est ce qu'on essaie de faire tout au long de l'année, nous, d'acculturer ces jeunes pour qu'ils puissent transmettre l'information à leurs parents et à leurs frères et sœurs s'ils en ont.
Donc sans trop rentrer dans les détails, juste pour vous dire que nous, le projet, il est financé, donc on a des financements et aujourd'hui on est financé sur le fonds Barnier pour 3 ans. Donc on remercie également nos bailleurs pour tout ce qu'ils nous apportent, puisque sans eux on ne pourrait pas mener d'action. Et on travaille autour d'une méthodologie commune avec les autres pays de la zone, puisqu'on n'a pas qu'un seul projet à la Piroie, on en a plusieurs, autour d'un programme régional de réduction des risques de catastrophe dans lequel s'intègre Paris pas Paris. Donc on a 5 axes de travail autour de ce projet. Le premier, c'est sur le partenariat, puisqu'on travaille avec un ensemble d'acteurs de la gestion de crise, que je remercie encore une fois. En 11 ans, on s'est doté de beaucoup de partenaires à nos côtés. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai, mais je citerai la préfecture, l'ONF ici présent, le rectorat, le SDIS, le BRGM, etc., etc., qui nous accompagnent finalement tout au long de l'année à travers des comités de pilotage que l'on organise pour faire le point, le bilan du projet et ses perspectives. Donc vraiment un beau réseau de partenariats qui s'enrichit avec les années, puisque chaque année on essaie de développer ce réseau afin d'enrichir cette culture de risque et de travailler tous main dans la main autour de cette thématique. Et sans eux aussi, on le verra tout à l'heure, mais rien ne serait possible puisqu'on s'appuie sur leur expertise finalement pour réussir à vulgariser les messages au mieux pour faire passer les messages de prévention à la population. Donc ce premier point sur le partenariat, ensuite un axe sur le développement des outils, puisque nous, notre devise, c'est apprendre en s'amusant. Vous avez pu le constater dehors, hein, on a 3 stands de sensibilisation, on a beaucoup d'outils à la Piroie, et on essaie de faire passer les messages finalement à travers le jeu, puisque grand ou petit, on s'amuse et on apprend. Donc aussi sur ces outils, on y reviendra, mais on a l'appui de nos partenaires techniques et également du rectorat sur le volet éducatif, puisqu'on travaille avec les conseillers de l'éducation nationale pour la mise en œuvre de ces outils. En vient du coup le volet scolaire, donc un de nos axes principaux, puisque c'est l'initiative du projet il y a 12 ans, c'était stratégiquement d'éduquer finalement les jeunes à la réduction des risques de catastrophe. Donc on a fait un long chemin depuis et on a commencé tout petit pour grossir. Et en parallèle, on fait de la sensibilisation au grand public, à travers des événements grand public que nous organisons ou auxquels on participe, mais aussi à travers un accompagnement qu'on propose depuis 2 ans aux collectivités, donc avec de la formation et de la préparation aux risques naturels, mais on y reviendra plus tard. Et enfin, depuis 5 ans, on mène une formation grand public aux gestes qui sauvent en milieu inondé. Donc c'est une formation immersive dans la rivière des Marsouins où on apprend à se déplacer dans le courant pour survenir à quelqu'un en danger, et on y apprend aussi à porter assistance avec ou sans matériel. Donc c'est une formation qui maintenant a 5 ans, qui marche très bien. Juste pour revenir sur quelques chiffres, après 12 ans d'expertise, donc tout d'abord sur le volet scolaire, l'année dernière, donc à la rentrée 2022-2023, 34 000 élèves de cycle 3, donc CM1, CM2 et 6e, ont suivi le programme scolaire Paris pas Paris que vous présentera Isabelle, donc je ne rentre pas dans les détails. En 12 ans, on a pu sensibiliser plus de 25 000 personnes grâce au soutien des bénévoles qui viennent avec toute leur motivation et que l'on forme en amont. Donc c'est pas rien. 150 acteurs de la gestion de crise ont pu être formés à la réduction des risques de catastrophe, donc à travers des formations. 600 personnes ont été formées depuis 2017 aux gestes qui sauvent en milieu inondé. Et enfin, nous avons pu former plus de 300 bénévoles de la Croix-Rouge française pour l'animation de nos activités. Donc encore une fois, merci à vous. Vu que vous êtes là, j'en profite pour vous remercier. Mais voilà, grosso modo, c'est ça le projet Paris pas Paris. C'est ce qu'on essaie d'enrichir depuis 12 ans, qu'on essaie de faire vivre aussi à travers des expériences, des activités, des ateliers, des projets. On est ouvert à tout, on est là aussi pour répondre à vos demandes et à vos attentes. On est là pour construire et co-construire des projets avec vous tous. Donc voilà, je ne m'étalerai pas plus et puis on va rentrer dans les détails
par la suite. Bah, écoutez, très bien. Quelle prestance, Lauriane. Enfin, toute la semaine, elle m'a fait part de son angoisse, et puis finalement, qui s'est envolée dès qu'elle est rentrée dans cette salle. Très bien. Mais moi, je tiens quand même peut-être à faire part au public d'une petite réflexion de Madame Foucard, hein, qui amène beaucoup au débat, qui me disait qu'est-ce que ces chaises sont inconfortables. Donc c'est vrai que quitte à attendre le cataclysme, autant le faire dans un canapé Philippe Stark. Je suis tout à fait d'accord. Donc Madame Foucard, en tant que coordinatrice académique, risque majeur au sein de l'Académie de La Réunion, vous qui travaillez depuis 12 ans aux côtés de la Pirois, donc visiblement sur des sièges un peu confortables quand même, puisque ça fait 12 ans. Sur le projet Parer, pas parer, pouvez-vous nous présenter ce volet scolaire et ses axes stratégiques? Oui, tout à fait, merci Sans beaucoup. rire, Madame Foucard, un peu de sérieux. Je vous en prie, vous d'abord. Tout d'abord, merci à vous de votre présence alors qu'on est en fin de journée et je sais qu'elle a été très dense pour chacun. Je voulais tout d'abord, alors à moi de remercier la Pirois qui nous a entraînés, parce qu'on ne savait pas du tout où nous allions en 2011 lorsqu'on a frappé à ma porte. J'ai Véronique Valbom qui était chargée de mission de la Pirois à l'époque et qui me dit, bon voilà, on faudrait mettre en œuvre un projet et le tester d'abord. Est-ce qu'on pourrait faire cela dans des écoles et est-ce qu'il y a des écoles qui sont soumises à des risques? On a identifié à cette époque-là donc 3 écoles. La première, c'était celle de Saint-Philippe, en fait, pour le risque volcanique. Une sur Saint-Paul qui était inondée annuellement, donc du côté de l'étang de Saint-Paul, à Tour des Roches. Et la troisième école, mouvement de terrain sur Salazie, puisqu'on a le plus grand mouvement de terrain d'ampleur européenne sur notre département. Fort de constater qu'en fait, il y a eu beaucoup d'émulation au sein de ces 3 établissements scolaires et que de fil en aiguille, on a associé une dizaine d'établissements l'année d'après. En 2013, on a commencé à travailler sur 500 établissements scolaires avec 6 circonscriptions qui ont été volontaires pour se lancer dans l'aventure avec tout ce que cela entraîne en termes d'organisation pour la présentation au sein de tous les établissements scolaires, des enseignants, la formation des enseignants également. On a vraiment eu 2 années aussi de travail acharné avec un conseiller pédagogique qui a passé beaucoup de temps sur la mise en forme avec les programmes de l'éducation nationale qui sont spécifiques pour pouvoir faire rentrer cet enseignement. Lauriane parle d'acculturation au niveau de la Pirois et nous en fait au niveau de l'éducation nationale on est vraiment sur des phases d'enseignement pédagogique qui sont cadrées et donc qui passent aussi par l'aval d'inspecteurs et nous avons donc un représentant, Monsieur Ménard ici, inspecteur de IAIPR de SVT qu'on a entraîné en 2018 dans l'aventure aussi, puisque le cycle 3, vous voyez bien, démarre dans des écoles élémentaires et est suivi ensuite dans des collèges où on a une structuration d'enseignement qui est complètement différente entre ces écoles élémentaires et un collège. Fort de cela, en fait, on s'est vraiment retrouvé avec effectivement une méthodologie à mettre en place, des points d'achoppement qu'il a fallu lever parce qu'il y avait parfois des mauvaises communications sur le terrain, parce qu'on ne savait pas exactement si les enseignants mettaient en œuvre de manière systématique 3 modules en CM1, 3 modules en CM2, 3 modules en 6e, puisque du coup, on a un enseignement qui va être programmé sur 3 années, et c'est quelque chose qui ne se fait pas dans d'autres matières. Donc on a vraiment eu tout un parcours avec des années un peu plus chaotiques que d'autres, des moments où on s'est posé des questions sur comment on devait lever une phase délicate. On en est aujourd'hui, comme vous disait Lauriane, à 34 500 élèves l'année dernière qui ont un enseignement annuel. Et cette année, on en arrive à 42 000 élèves et c'est notre vraiment vitesse de croisière sur ce cycle 3, CM1, CM2, 6e, ce sont des élèves de 8 à 11 ans à peu près. Et avec beaucoup d'intérêt pour cette phase d'apprentissage, découverte, notamment lorsque cela est suivi de certains faits, puisque avec la Pirois, il y a une collaboration
qui va au-delà du projet Paré pas Paré, d'un cahier d'activités et de traces écrites. Il y a des sorties scolaires, puisqu'il y a des concours de maquettes qui sont mis en place, avec production de maquettes que les élèves réalisent, qui ensuite sont passés devant un jury et qui font l'objet de sorties scolaires, soit sur le site de Météo France, de la Cité du Volcan, de l'OVPF, de l'ONF, qui sont les partenaires techniques que nous avons et qui permettent du coup à l'élève de donner du sens à tout ce qu'il a vu en théorie dans une classe et qui va partir sur le terrain et découvrir bien d'autres choses en partageant avec les experts que sont tels que l'ONF à côté. On a vraiment en fait beaucoup travaillé également sur la communication avec les enseignants. Donc nous, en interne à l'Éducation nationale, on a un plan annuel de formation. On a inscrit des formations qu'on a co-construite avec la Pirois, vraiment pour pouvoir accompagner des enseignants. Et puis, des actions complémentaires. Quand on parlait de MIGS, on a aussi des enseignants chez nous, par exemple les enseignants d'éducation sportive, qui s'inscrivent aux formations à MIGS. On a des assistants de prévention qui s'inscrivent à MIGS et qui plébiscitent vraiment justement cette mise à l'eau. Voilà, c'est vraiment l'image est bonne. Et en tout cas, on a une phase vraiment exponentielle de partenariat majeur avec la Pirois et qui nous entraîne également avec des partenariats connexes avec d'autres partenaires techniques. Et c'est vraiment, par exemple, il y a 4 ans avec la préfecture, Mémoire des cyclones, qui a émergé également. Mais il y a aussi Météo Océan Indien, Météo OR avec Alexandre Dijoux, par exemple, qui rentre dans des établissements scolaires et pour faire de la lecture de cartes ou de la lecture de cartes météorologiques, etc. On a des classes d'étang salé qui partent aussi sur le domaine des temps salés et qui vont faire de la prévention du risque de feux de forêt avec l'ONF. Voilà, donc c'est vraiment tout un programme finalement qui fait qu'on a plus d'une dizaine d'actions pédagogiques autour des risques majeurs naturels. Et fort de cela, on étendra prochainement cela à des élèves un peu plus âgés également. Merci Madame Foucard. Très bien. Juste pour ma culture personnelle, parce qu'il y a 2 points. Enfin, il y a le mot acculturation dans le sens que vous l'utilisez. Alors, vous pouvez m'expliquer juste pour moi là, parce que ça fait 2 fois que ce mot revient et j'ai du mal à comprendre dans quel contexte vous l'utilisez. Vous dites qu'on a acculturé l'élève. Vous pourriez m'expliquer, Lauriane ? Ça y est. Quand on dit acculturer, c'est donc on dit qu'on a une culture du risque. Aujourd'hui, les Réunionnais ont une culture du cyclone, par exemple, on le voyait tout à l'heure. Nous, notre but, c'est de l'entretenir, cette culture. Et quand on dit qu'on acculture, c'est qu'on fait passer le message pour que les jeunes aient cette culture. On reste autour du mot culture, mais c'est comme un enseignement de la culture. Une imprégnation de la culture du risque. Voilà. Et dans la partie éducation nationale, quand on dit qu'on enseigne en fait le risque majeur naturel et technologique et les conduites à tenir pour être résilient, en fait, c'est parce qu'on rentre dans un cadre précis avec des objectifs pédagogiques. Et donc du coup, en fait, nous, ça ne va pas être en lien avec vraiment de la culture du risque. Bien sûr que l'élève s'en imprègne, hein, mais derrière, nous, on va avoir des objectifs vraiment pédagogiques qui sont déclinés dans des programmes. Et donc, c'est un enseignement en lien avec de l'histoire-géographie ou de la SVT ou en fait telle thématique ou tel pilier en cycle 3. Et donc, en fait, ça vient référer vraiment à notre BO, puisque dans le BO de l'Éducation nationale, depuis 2015, il y a une obligation d'enseignement au risque majeur naturel au sein de l'Éducation nationale. Donc ça répond vraiment à des programmes ministériels. D'accord. Puisqu'on a peu de temps, qu'est-ce que c'est que la Fondation Barnier ? C'est pareil, vous l'avez évoqué, mais non, vous n'avez pas la réponse, mais vous avez l'argent. C'est la seule chose importante. Laissons ça comme ça. Donc vous savez, vous, Monsieur Roulin ? Oui, le fonds Barnier, en fait, ce sont des fonds qui sont basés sur les assurances. En fait, il faut savoir que tout le monde contribue au fonds Barnier, au travers notamment de tout ce qui est... lorsque vous cotisez, il y a le fonds Barnier et le fonds CatNat. Donc pour tout ce qui est financement en lien avec les risques naturels, voilà, c'est en fait dans les caisses de l'État spécifiquement. D'accord. Pour justement intervenir en cas
comment appelle-t-on, de risques majeurs ou de catastrophes majeures ou d'événements extrêmes, justement avoir des financements à disposition, mais également pour financer la recherche, la caractérisation de l'aléa. D'accord, très bien. Ceux qui ne sont pas de la Piroie savaient ce qu'était le fonds Barnier? Un peu, une tigine quand même. Donc, très bien. Ben, Monsieur Roulin, qu'on en profite, vous qui êtes chef de projet risque naturel à l'ONF, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre contribution au projet Paré, pas Paré? Oui, bien sûr. Donc, mais bon, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, il faut savoir que les partenaires techniques, on n'est pas tout seul. On est tout un réseau autour du projet Paré, pas Paré, que ce soit pour ne citer que le BRGM, Météo France, la préfecture, la DEAL, au travers de la cellule de veille hydrologique. En fait, la contribution, la Piroie nous interroge sur, en qualité d'expert sur un aléa. Donc, par exemple, nous, à l'ONF, on intervient principalement sur les feux de végétation, et également un petit peu sur le risque en montagne. Ces contributions, elles sont multiples et variées, elles se font à différentes échelles. Isabelle, tout à l'heure, parlait des sorties scolaires. Il faut savoir que nous, à l'ONF, cette année, par exemple, on a organisé 2 sorties, toujours donc dans le cadre des actions sur les maquettes, en fait. Ils ont remporté, les élèves, en fait, s'investissent et ils ont une récompense, si on peut dire, où, en fait, on les amène sur le terrain. Donc là, ils ont eu 2 sorties qui ont été organisées au Maïdo, sur la thématique de défense des forêts contre les incendies. Et en fait, on leur a expliqué les causes, les conséquences, mais aussi l'impact que ça a sur l'environnement. Ils peuvent le voir par eux-mêmes. Et en fait, le but du projet Paré, pas Paré, c'est de rendre les élèves, mais aussi les Réunionnais et les Réunionnaises, responsables de leur propre sécurité et surtout essayer de leur faire perdurer. On parlait d'acculturation tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de faire perdurer la mémoire du risque de façon à ce qu'on n'oublie pas quel est l'impact. Au-delà des sorties scolaires, les partenaires techniques, on intervient également sur le volet grand public, parce que la Piroie, ce n'est pas que le milieu scolaire. Ils interviennent également au travers, par exemple, du village de prévention. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous l'avez fait à Saint-Pierre. Il a été l'année dernière fait au Colorado. Cette année, il y aura une édition fait au Parc du Colosse. Et donc, à chaque fois, la Piroie demande à ses partenaires s'ils veulent participer à cet événement, un peu comme ça a été fait là aujourd'hui dans le cadre des assises. Le but, c'est de faire valoir, de valoriser auprès du grand public à la fois le travail de la Piroie, mais également le travail que nous, personnel technique, nous faisons quotidiennement. Donc il s'agit du BRGM sur les mouvements de terrain, de Météo France sur tout l'aspect cyclonique, l'OVPF sur tout ce qui est le volet volcanisme, mais aussi sismique. Voilà, en fait, au gré des actions de la Piroie, ils viennent greffer les partenaires techniques qui alimentent quotidiennement et le plus possible les outils. Donc on parlait des outils. Il faut savoir que donc, la Piroie peut nous réunir en comité restreint, ce qu'on appelle des comités techniques. Ça a été le cas dernièrement où les partenaires techniques ont été rassemblés pour une opération de sensibilisation de masse qui aura lieu en début d'année et qui repose bien sur la création de spots publicitaires qui seront diffusés et qui aura donc 7 spots correspondant aux 7 aléas. Et en fait, chaque acteur, donc nous par exemple à l'ONF, on a été conviés pour parler du feu de végétation et de quels sont les moyens qu'on a pour en lutter, quels sont les moyens également à disposition pour en prévenir. Et donc voilà, ce sont des points qui ont fait l'objet d'un comité de pilotage restreint, d'un comité technique restreint. Ensuite, de façon plus large, on intervient également aux côtés des partenaires institutionnels au comité de pilotage. Cette année également, au comité de pilotage, on a eu l'occasion de tester des nouveaux outils, parce qu'il faut savoir que la Piroie sait se réinventer chaque année en créant de nouveaux outils. Et donc là, toujours en janvier cette année, ils ont une opération intitulée Mafat les Parés, qui a pour but de sensibiliser sur les risques naturels tous les habitants du cirque de Mafat. Et donc pour ça, ils ont développé un jeu de société que nous avons eu l'occasion, tous les partenaires, de tester en temps réel lors du COPIL, pour avoir un premier retour, notamment sur l'efficience de ce dernier avant le déploiement. Donc suite à ça, avec Lauriane, on s'est rendu à Mafat, donc dans l'idée de la nouvelle, et puis ensuite de Marla pour le tester auprès. Mais entre-temps, suite au COPIL, la Piroie est revenue vers chaque partenaire justement pour affiner les questions, parce que donc il s'agit d'un jeu de questions-réponses, et le but était bien que les questions et surtout les réponses collent le plus possible avec les messages que nous véhiculons quotidiennement, nous experts du risque. Voilà, le but, il y a véritablement un échange entre la Piroie et l'ensemble des partenaires techniques pour arriver à faire des campagnes le plus
opérationnelle et efficience. Donc on l'a vu sur le test qui a été fait à Mafat au mois de septembre, eh bien c'est plutôt bien accueilli, même dans des, j'ai envie de dire, des îlettes reculées, des zones où eh bien on n'a pas pour habitude d'aller faire de la sensibilisation. Voilà, il est très important que c'est pas parce que c'est une îlette qui est difficile d'accès, une zone difficile d'accès sur le département, ils ont le même droit que les autres. Et donc voilà, c'est vraiment le projet de la Piroie, il est porté au-delà des écoles, il est vraiment sur le grand public. Et voilà, le but c'est de faire rayonner ce réseau au-delà des frontières, si on peut dire, parce que voilà, de multiplier les actions, parce que plus on sensibilise, plus la mémoire du risque perdure, et donc à terme, plus on peut réduire la vulnérabilité des populations. Très bien, merci, c'était très clair. Alors Lauriane, en fait, vous m'aviez dit qu'aujourd'hui, on était censé avoir la commune de Saint-Benoît qui n'a pas pu être présente et donc qu'on excuse. Donc, mais j'aurais voulu en fait que vous nous parliez un peu de l'accompagnement des communes en général à ce projet Pareil pas pareil. Oui, alors effectivement, la commune de Saint-Benoît n'est pas présente avec nous. Alors, en 2021, on a décidé de se lancer dans la préparation parce qu'en fait, on parle beaucoup de réduction des risques de catastrophe, mais il n'y a pas que la prévention, il y a aussi la préparation pour être prêt. Et du coup, au-delà de cette acculturation, de l'éducation, de la sensibilisation du grand public, il nous semblait important d'aller au plus près des collectivités, donc de sensibiliser, de former les agents communaux, les élus à la réduction des risques de catastrophe, parce que ce sont eux qui, lors d'un phénomène, vont intervenir pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Donc ce sont des personnes qui sont dans ce qu'on appelle des cellules de crise et qui du coup vont faire le lien avec la préfecture pour assurer cette sécurité, cette continuité d'activité en post-crise. Donc notre but, c'était tout simplement de partir à la rencontre de ces agents pour les former, pour leur donner une base en fait sur la réduction des risques de catastrophe, parce que c'est large et ça veut tout et rien dire en fait. Donc étant donné que ce sont des agents qui sont sur le terrain, qui vont intervenir pour la voirie, pour enlever les déchets, qui sont mobilisés aussi en alerte cyclonique rouge par exemple, il était important pour nous qu'ils aient cette culture. Et donc on a commencé avec Saint-Benoît il y a 2 ans ce travail. Donc on a pu former 47 agents de terrain et c'est un travail qu'on mène encore aujourd'hui, puisqu'on a travaillé du coup cette année avec la commune de Petite-Île, prochainement avec la commune du Port. On vient de signer, enfin on est en cours de signation d'une convention et l'idée de cet accompagnement, c'est au-delà de la formation de faire un travail de préparation à travers un exercice sur table. Donc là on travaille avec notre département préparation réponse, donc à la Piroie. On est vraiment sur une activité commune à 2 départements, plutôt nous sur l'aspect formation et ensuite on fait le lien avec les collègues sur la partie exercice, et l'idée c'est d'activer le poste de commandement communal, du coup, pour que les communes et les agents soient en situation. Donc là, on travaille sur un scénario pédagogique qu'on va venir animer, on va les appeler, on va les mettre sous pression pour qu'ils réussissent finalement à résoudre cette crise. Donc voilà, c'est un projet qu'on mène du coup depuis 2 ans, qu'on aimerait faire perdurer aussi dans les années à venir. Voilà, ça marche, pour le moment ça marche. On est sur une formation plutôt pédagogique. Encore une fois, hein, on apprend en s'amusant, donc c'est beaucoup d'interactions. C'est pas une formation où on reste statique, il y a beaucoup de jeux, on travaille beaucoup à travers le jeu. Donc voilà, ça dure une journée et les agents sont généralement très contents, et ça suscite surtout de l'intérêt des discussions pour faire encore plus derrière. Donc au-delà de former les agents, c'est passer les messages aux citoyens. Donc de là, on discute et on dit bah oui, ce serait bien de faire un événement, de parler de ça, de montrer que nous aussi on est là et qu'on peut faire les choses. Donc voilà. Très bien. Donc le projet Pareil pas pareil, c'est 12 ans, c'est ça, ça va, Madame Foucard? Cette chaise est clairement contre vous. Hein, donc 12 ans, c'est ça, Pareil pas pareil. Et donc quelles sont la suite? Quelle est la suite? Quels sont les nouveaux objectifs, les nouvelles idées? Alors c'est une question que je vous pose à tous les 3.
À ce jour, en fait, depuis 10 ans que le projet Paré pas Paré existe au niveau du cycle 3, on a donc sensibilisé plus de 100 000 élèves sur le cycle 3, avec les 42 000 de cette année en fin d'année scolaire, donc en juin 2024, on sera à 142 000 élèves sensibilisés sur cette thématique, ce qui représente quand même un certain nombre vraiment de jeunes, en fait, qui sont actifs en ce domaine. Dans la mesure où dans les établissements scolaires, on met également en œuvre des formations et des exercices de moyenne ampleur où on invite la préfecture, les pompiers, la police municipale, la mairie et qu'on coordonne ces exercices. Ils sont de surcroît du coup impliqués aussi dans la résilience lors de ces exercices. Cette année, en fait, le recteur s'est rendu sur la plateforme de la Piroie le 4 octobre. Il y a une nouvelle signature, c'est la 3e convention que l'on renouvelle avec la Piroie. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir fédérer toujours les mêmes forces avec la même intention, mais d'étendre également, en fait, ce projet au cycle 4. Donc le cycle 4 au niveau de l'éducation nationale, c'est de la 5e à la 3e, ce qui veut dire qu'en fait, on se laisse 2 ans pour mettre en œuvre ce projet à partir de la date de signature, pour, on espère, à la rentrée scolaire 2025, pouvoir avoir des collèges pilotes et démarrer donc cet enseignement qui existe déjà, mais qu'on veut formaliser de manière plus spécifique avec ce projet Paré pas Paré et tout ce qui est action connexe autour de Paré pas Paré. Voilà. Donc on verra là où ça nous emmène, parce qu'après on a encore le cycle de la terminale avec les lycées, mais voilà, à moyen terme, voilà, on espère pouvoir balayer vraiment largement et très loin. Mais en tout cas, on y va doucement, parce que vous imaginez quand même qu'il nous a fallu 10 ans pour consolider un cycle. Voilà. Et c'est pas peu de le dire, mais ça nous a demandé un travail acharné de plusieurs cadres A au niveau du rectorat. Ça va du conseiller pédagogique jusqu'au secrétariat général adjoint qui est impliqué dans les décisions de partenariat, de signature. Voilà. Du coup, je reprends la main. Donc ça, c'est vraiment pour le volet scolaire, on va dire. Après, nous, de notre côté, on signe des conventions de partenariat pour faire encore plus d'actions. Cette année, on est en train de travailler du coup avec la base navale du port. On va voir aussi à étendre nos travaux avec les FASOI, tout simplement parce que ils ont des renouvellements de militaires assez fréquemment, et ce sont les acteurs qui sont en première ligne en cas de cyclone ou autre. Donc il semble nécessaire finalement de leur passer aussi le message à eux, de le vulgariser. Donc voilà, on est en train de travailler aussi sur tout ce volet de partenariat qu'on essaie d'enrichir de jour en jour pour être encore plus nombreux et pouvoir du coup passer le message à encore plus de personnes. Voilà, dans l'idée, donc il y a tout ce volet-là de partenariat, d'évolution du volet scolaire. Tout ça amène le développement de nouveaux outils, notamment au niveau du scolaire pour le cycle 4, puisque ça change totalement la dynamique pédagogique. On va être sur de nouveaux supports. Donc là-dessus, on est en lien avec la PIRAC, donc qui est la plateforme d'intervention régionale, mais de l'Anti-Caraïbes, nos collègues qui, eux, ont déjà fait ce travail pour ce public. Donc on travaille beaucoup avec les PIR, on échange nos expériences. Donc on a déjà une base de support scolaire qu'on va maintenant devoir retravailler et réadapter à la Réunion. Donc voilà, il va y avoir un beau cycle sur les 2 prochaines années de travail en collaboration avec le rectorat, en collaboration avec l'ensemble de nos partenaires techniques pour remettre tout ça à niveau, pour tout revulgariser et qu'on ait l'outil le plus le plus adapté à notre enseignement. Donc toujours de nouveaux outils. Alors on en a déjà beaucoup, donc peut-être qu'on va se calmer un petit peu là sur les outils. Mais voilà, toujours de nouvelles idées, on n'en manque pas. Donc je vais me répéter, mais des nouveaux projets aussi, puisqu'on a de nouvelles idées, on a de nouvelles demandes. Là, depuis 3 ans, on met en place des courses d'orientation. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'est quelque chose qui marche très bien. On demande aux familles de se réunir autour d'un jeu finalement de 2 heures, de prendre l'air et de travailler sur la réduction des risques de catastrophe. Donc c'est des choses qu'on faisait pour le grand public, qu'on est en train d'adapter finalement au volet scolaire, puisqu'on l'a fait cette année pour la première fois. On a organisé
une course d'orientation pour les 6e du collège Oasis au Port. Donc ça a bien marché, il y a eu de très bons retours, donc c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en place. Et puis ensuite la pérennisation de tous nos partenariats et de le renforcement de tous ces événements qu'on peut être amené à porter avec l'ensemble des partenaires, toujours plus de partenaires à nos côtés. Et puis une belle suite. Après, on a une longue stratégie qui a été mise en place par nos équipes, mais on aimerait, si tout va bien, travailler avec les entreprises aussi. On a commencé à entamer ce travail aussi avec les entreprises pour les former. Toujours plus d'acteurs, donc voilà, beaucoup de perspectives, d'idées. On en a encore plein en réserve, mais je ne veux pas tout déballer là, mais voilà. Si je puis me permettre aussi, c'est que c'est pas toujours évident de maintenir un partenariat en fait de longue durée, d'aussi longue durée en fait. Il faut faire attention à l'essoufflement, il faut faire attention à la surcharge aussi des projets et pouvoir tout mener de front en fait. Alors nous à l'Éducation nationale, c'est vrai qu'en plus on a toujours à peu près les mêmes acteurs. Hein, ce sont des personnes vraiment qui sont en poste depuis longtemps, qui mènent cette dynamique, et c'est de trouver vraiment en fait le point d'achoppement et le côté vraiment positif en se disant ok, on a travaillé tout cela, maintenant en fait on a besoin de s'orienter dans cette direction, comment on peut le faire, avec qui, sur quel temps, et puis de trouver après aussi les portes d'entrée avec des établissements qui veulent bien essuyer les plâtres et donc qui sont pilotes dans la mise en œuvre et puis qui nous vraiment accordent beaucoup de temps sur la phase de rétroactive en fait, hein, de récolte des données, voilà, de pouvoir analyser ces données, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça n'arrive pas à avancer plus vite aussi vite que ce que l'on souhaitait ou qu'on avait imaginé. Voilà. Sincèrement, en 2011, jamais on aurait pensé en arriver à vraiment quelque chose d'assez conséquent, nous, en tout cas Éducation nationale, et d'être parti aux Assises de Strasbourg l'année dernière, d'avoir présenté le projet au national, d'avoir reçu avec la Piroie la Journée nationale de la résilience, le prix national 2022. Enfin, voilà. Donc ça nous a emmenés sur des chemins beaucoup plus larges que ce qu'on avait imaginé au départ avec 3 écoles fortement impactées. Et au final, on se rend compte qu'on est un territoire avec énormément d'établissements scolaires qui sont impactés au final sur les risques majeurs naturels. Et technologique, j'en parle pas puisqu'on est sur le risque majeur, mais technologique aussi, mine de rien, c'est un volet que j'aimerais développer plus tard, nous, en termes d'élargissement de partenariat avec la FPCNT, avec qui on a commencé à conventionner cette année. Monsieur Olenk. Eh bien, nous, pour ce qui est du volet technique, c'est pareil. Comme l'a présenté Isabelle avec l'année du cycle 4 dans le projet Pareil, pas pareil, il va falloir une mobilisation. Alors, toujours pareil, au gré des disponibilités, parce qu'on a beaucoup d'actions, on est sollicité de toutes parts, donc il faut arriver à bien trier. Mais effectivement, l'intégration du cycle 4, ça va demander une adaptation aussi bien des programmes, mais également de nous, notre façon de vulgariser. On ne s'adresse pas à des cycles 3, c'est-à-dire à des... voilà, de la même façon que ce qu'on va s'adresser à des collégiens. Il va falloir entrer beaucoup plus dans les termes techniques. Il va éventuellement, il va peut-être falloir revoir les visites de terrain, par exemple. Si on les amène en sortie, ils vont pas du tout avoir la même sortie que ce que nous, aujourd'hui, on a l'habitude de leur promulguer. De la même façon, si, j'en discutais avec Madame Fougard tout à l'heure, c'est envisageable, par exemple, que nous, on aille intervenir dans les établissements directement. Parce que la mise en place d'une sortie, ça paraît simple sur le papier. En réalité, c'est loin de l'être. Ça demande une logistique et on ne pense pas forcément à tout. Des fois, en fait, on se heurte à des barrières qui, en fait, voilà, si nous, partenaires techniques, on peut venir directement au contact des élèves, c'est également une bonne chose pour le projet Pareil, pas pareil, parce que ça peut permettre de multiplier les actions. Encore une fois, chacun sur sa spécialité, chacun intervient sur sa thématique. Mais bien voilà, le but, c'est de renforcer ce partenariat et de le développer encore plus au travers d'outils. Même tout à l'heure, Lauriane parlait de nouveaux outils. Il y a même certains outils qu'il suffit juste d'adapter à la cible que l'on a en face. Si voilà, on venait à passer au-delà, donc à arriver au lycée, alors je me projette, mais l'idée sur le long terme, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une continuité. Là, on a commencé par le cycle 3, puis on passe au cycle 4. Voilà, le but, c'est vraiment qu'il y ait une continuité de cet apprentissage, mais il faut surtout éviter les redites. Le but, voilà, nous, on le sent bien quand il y a des sorties scolaires, l'intérêt
qu'ont les élèves au regard du professionnel. On sort totalement du cadre théorique. Là, on est dans la pratique. Ils voient l'impact directement. C'est pas une diapositive ou un film qu'on leur projette. Quand on les amène au Maïdou, ils voient l'impact. 3 ans après les incendies, l'impact est encore visible et ils le voient, ils le comprennent. Et donc, pour eux, ça permet aussi de savoir qu'il faut absolument éviter ça. Et il y a même certains, on est même très étonnés des cycles 3, il y en a certains qui, nous on avait donc des classes de CM1 devant nous, il y en a certains, c'est des véritables vocations qu'ils ont, ils se voient plus tard là. Alors, ça peut certes évoluer, mais voilà, quand on va notamment arriver, quand on commence à toucher des cycles 4, ça peut véritablement être très très intéressant sur des élèves qui se posent des questions sur leur orientation, ça peut les aider à voilà, avoir une idée de ce à quoi ils pourraient avoir accès s'ils s'orientaient vers tel ou tel axe. Ça crée une émulation certaine. Et l'avantage aussi, par exemple, moi, je me projette aussi, en fait, et là, j'anticipe un peu mais en tout cas, si on a un village de prévention au sein d'un établissement scolaire, c'est tout l'établissement qui en profite, alors que lorsqu'on a 1 ou 2 sorties scolaires sur un site, c'est 2 classes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi mobiliser des moyens qui vont pouvoir rayonner sur tout un établissement scolaire. Il ne faut pas oublier qu'on a les plus gros établissements scolaires français à La Réunion. On a une école en fait de 32 classes, c'est la plus grosse. On a une école en tout cas qui est importante ou Mayotte, pardon, ça, j'ai peut-être pas l'info, mais en fait, on est sur quand même des groupes scolaires ou des établissements scolaires qui sont vraiment importants. On en parlait aussi avec des collègues de collèges privés qui ont des grosses structures et avec lesquels vraiment, si on fait rentrer un village de prévention à l'intérieur de ces établissements, on va vraiment rayonner sur vraiment un nombre de classes très important. Oui, alors on va rayonner sur un nombre de classes important, mais c'est une autre logistique du coup de notre côté. C'est pour ça que je rebondis sur la remarque d'Anthony de faire venir les partenaires techniques avec nous. Ça nous permettrait finalement de toucher plus d'élèves. Parce que si on n'y va que nous avec nos bénévoles, même s'ils sont nombreux, on ne peut pas toucher tout le monde et on a besoin d'une organisation sur une journée pour que la plupart puissent être sensibilisés. Ça se fait déjà, hein, on intervient déjà sur plusieurs établissements scolaires de collèges et lycées, mais c'est une dynamique qu'on est en train de développer de plus en plus. Donc voilà. Et je voulais juste revenir sur les sorties scolaires. Quand on a décidé de lancer ce projet il y a 3 ans, c'était vraiment dans cette idée de continuité pédagogique et de faire travailler finalement les jeunes sur un projet, donc une maquette sur les risques naturels pour qu'ils découvrent le phénomène et ensuite qu'ils puissent aller vraiment voir sur le terrain à quoi ça ressemble et quel est notre environnement. Et finalement, c'est vrai que dans les discussions, il y a des enfants qui sont très curieux et qui posent des questions sur c'est quoi qu'il faut faire comme étude pour faire comme vous, en fait. Donc c'est aussi le but de tout ce qu'on mène. Et effectivement, les sorties scolaires pour les collégiens et lycéens pourraient totalement faire la continuité. Très bien. Merci. Alors, on en arrive à la conclusion que en fait, le projet Parer, pas parer permet de prendre conscience de l'importance de la préparation pour réduire la vulnérabilité de la population. L'ensemble des actions portées par tous les partenaires du projet permet de faire vivre la culture du risque et de la pérenniser. Et n'oublions pas que chaque citoyen est acteur de sa propre sécurité. Je rebondirais sur une petite... quand je vous entendais parler, là, ça me rappelait un épisode de quand j'étais gamin à Parc-à-Mouton et sur l'importance de l'éducation au risque. En fait, moi, j'ai habité pendant plusieurs années. Vous savez où c'est Parc-à-Mouton ? Non mais le dites pas, on est tranquille. Donc moins de monde le sait, mieux c'est. Donc on est à Parc-à-Mouton sur les pentes du volcan et c'est vrai que gamin, quand j'avais 8 ou 10 ans, je me souviens qu'on savait que le volcan coulait au moment où on voyait la cime de la montagne s'embraser, au moment où parfois on entendait même les arbres craquer. Et donc ça nourrissait en moi en fait une espèce de peur. Moi je m'étais à cet âge-là, je me rappelle que je me disais que je vivrais dans un pays où on n'a point de volcan parce que c'était vraiment une peur qui était très très présente et on vivait nous au bord du rempart, il y avait quelques mètres et chaque année le rempart descendait de quelques mètres, ce qui fait qu'aujourd'hui la case familiale est complètement au bord, mais ça ne nous faisait pas peur. Mais le volcan c'est une peur un peu inexplicable et je me souviens notamment d'une soirée où vers 2h du matin en fait la famille se réveille parce qu'on entend du bruit sur la route, donc mon père sort et puis nous réveille et puis on vient voir et puis là on se retrouve face à 7 ou 8 dames du quartier, c'est un tout petit village
village, 7 ou 8 dames du quartier qui sont en train de prier. Donc il y a Zégrène Chapelet, et puis elles prient, et prient, et prient. Et puis elles prient pour une bonne raison, parce que là-haut, sur le flanc de la montagne, en fait, on voit, assez proche du village cette fois, des lumières qui n'arrêtent pas de clignoter. Et donc tout de suite, évidemment, tout le monde pense au volcan. Et donc tout le monde se met à prier jusqu'au matin. Au matin où, quand le brouillard se lève, on s'aperçoit que c'est 2 camions bloqués dans le brouillard qui avaient allumé leur warning. Donc je me souviens qu'au-delà du drôle de la situation, je me suis demandé, moi, en tant que gamin, cette nuit-là, pourquoi ces vieilles, au lieu de prier, ne partaient pas. Tout simplement, pourquoi on restait figé devant le volcan? De mes connaissances, je me dis qu'effectivement, si j'avais eu l'occasion de rencontrer un peu, j'aurais peut-être pu sauver ces vieilles personnes, hein, qui sont mes tantes, hein, tout le respect que j'ai pour elles malgré tout, non pas du volcan, mais de leurs bêtises. Donc voilà. Et c'était mon mot de conclusion, la petite histoire de conclusion. Donc maintenant, est-ce qu'il reste un peu de temps? J'ai vu que vous aviez on a du temps encore. On a combien de temps encore? 20 minutes. On a 20 minutes, donc il y a 2 choix, en fait, dans ces 20 minutes-là. C'est soit, pour combler ces 20 minutes, je peux vous relire un des discours des officiels de ce matin qui ont tous duré à peu près 20 minutes. On peut faire ça, ou alors on passe le micro et on fait un échange de questions au choix. Alors vous avez le choix entre les 3 discours, hein, je les connais tous par cœur. Donc alors, on passe à la question. Très bien, je vais vous passer le micro. Vous appelez comment ? Oui, vous vous appelez comment? Parce que je vais clairement, Claire Océane, en référer aux officiels que vous avez refusé leur... Bonjour du coup, bonsoir plutôt. J'ai beaucoup de questions, non j'en ai 3. C'est par rapport aux élèves que vous avez formés, sensibilisés, les 142 000 si j'ai bien écrit, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous savez la suite de vos actions? Quel retour d'expérience? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore... Ils s'intéressent encore au risque? Est-ce qu'ils contribuent toujours à partager? Est-ce que vous avez déjà un moyen de le savoir? Ouais. Est-ce que vous voulez que je pose les 3 questions et après vous... Non, en fait, moi je peux, parce que les autres questions ne me concernent peut-être pas forcément, mais c'est pour cette première question, en fait, vous voyez sur Mémoire des cyclones qu'on a eu tout à l'heure, les élèves de 4e qui sont maintenant en 3e se sont déplacés, et celle qui était en 3e l'année dernière, qui est en seconde, on a eu l'accord de son chef d'établissement et de son professeur principal pour pouvoir vraiment... la conduire jusqu'aux assises, et donc leur implication va bien au-delà, et elle nous précisait d'ailleurs qu'elle en parlait encore avec son grand-père de ce qu'elle vivait, des partages, des assises, qu'elle venait au MOCA, et puis en fait son grand-père lui a dit mais t'es déjà venue en fait au MOCA quand t'étais petite, on avait fait un mariage, et donc en fait cette dynamique elle entre dans les familles dans la mesure où en fait le cahier d'activité qui est financé par des partenaires avec lesquels nous avons conventionné, la FPCNT cette année et l'association Prévention Maïf et la Pirois, donc nos 3 financeurs sur ces impressions de cahier d'activité. C'est un cahier qui rentre dans les familles, il suit l'élève pendant 3 ans et il le ramène à la maison et ils en parlent pour certains avec leurs parents. Et donc ça crée vraiment un lien fort, et c'est le seul d'ailleurs cahier d'activité qu'un élève va garder pendant 3 ans. Il a certains manuels scolaires pour le CM1, il en change, en CM2 il en a d'autres. En 6e, quand il arrive au collège, il a des nouveaux enseignants complètement différents, avec une stratégie d'enseignement différente. Mais ce cahier, en fait, avec la petite tortue Timoun, qu'il a découvert en CM1, va voyager avec lui sur ces 3 années. Donc en fait, on sait très bien que ça crée du lien dans les familles, au sein même d'un établissement scolaire. Même ne serait-ce que pour les enseignants qui doivent se coordonner entre le CM1, le CM2 et la 6e. On a dû mettre en place vraiment des stratégies très fortes. Donc on sait que c'est vraiment porteur de... Ça fédère des liens, des forces et du sens. Ça donne du sens. Et combien de temps ça vous a pris à mettre en forme vraiment, parce que vous parliez que ça existe depuis 11 ans, que Pareil Pas Pareil existe depuis 11 ans, mais au niveau éducation nationale, combien de temps ça a pris pour monter et pour faire que ça marche, concrètement?
En fait, on a démarré avec les bénévoles de la Piroie qui sont rentrés dans nos établissements scolaires, qui ont fait de la sensibilisation avec un support Piroie qui était en fait le livret d'accompagnement des bénévoles. Et ce support a été remanié. Il a fallu 2 ans à l'Éducation nationale avec énormément de temps de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs pour pouvoir formater et tout formaliser sous vraiment le programme et le bulletin officiel de l'Éducation nationale. On a pris 2 ans. On a maintenant en fait un livret enseignant avec toutes les séances qui sont vraiment préparées. L'enseignant a ce support pédagogique complètement prêt à l'emploi sur les 8 modules. Et l'élève avait jusqu'en 2019 en fait un livret de 91 pages qu'on a réduit. Pour vous imaginez bien, 500 élèves avec 91 pages, c'est jouable, mais alors 42 000 élèves, quand il faut fournir en termes d'impression, on a réduit en cahier d'activité qui fait maintenant une 20aine de pages et qui contient justement les aspects majeurs de la pédagogie et qui font que cette trace écrite est présente et reste. On ne peut pas, au cycle 3, pour des élèves de 8 à 11 ans, simplement ancrer par du TNI, donc les TNI, ce sont en fait des projections informatisées. Il faut une trace écrite parce que c'est comme ça qu'il apprend aussi et qu'il ancre et qu'il fige son savoir. Donc l'inspecteur, M. Ménard, pourrait bien mieux en parler que moi. Hein. Moi, je coordonne les projets et il y a des experts vraiment en pédagogie. Mais en tout cas, ce qui est certain, voilà, c'est que aujourd'hui, on en est là, avec 42 000 élèves cette année, plus les 100 000 d'avant. On sera en fin d'année, juin 2024, sur ces 140 000 élèves sensibilisés et en lien direct avec cet enseignement au risque majeur naturel. Mais en fait, c'est vraiment une progression de 8 ans et on a stabilisé ces 2 dernières années parce que les écueils avaient été levés. Ok, merci. Et ma dernière question va s'adresser plutôt à la Piroie. Vous parliez d'exercices de crise avec les élus. Est-ce que ce sont des exercices, du coup, j'imagine, qui s'arrêtent à l'échelle élue et qui n'incluent pas forcément la population? Est-ce que... Quelle est la position là-dessus? Non, c'est pas une mauvaise question. Donc nous, dans notre projet d'accompagnement, on a 3 phases. On a la formation des agents et des élus. On a un premier exercice cadre. Donc cadre, c'est sur table d'une demi-journée. On travaille juste avec les personnes qui sont en cellule de crise. Et dans la continuité de ces 2 premières phases, on aimerait à terme faire des exercices grandeur nature, qui du coup impliquerait beaucoup plus d'acteurs et évidemment la population pour potentiellement des évacuations ou autres, donc une mise en situation réelle. On en est encore loin, mais c'est dans notre idée, dans notre perspective, donc on avance petit à petit. Le travail avec les communes est assez complexe, mais on tient le coup et on espère pouvoir faire aboutir ces exercices grandeur nature. Ça marche. Merci. Avec plaisir. Attendez. Vous posez la question sur ce temps de l'autorisation, c'est très très vilain, monsieur. Donc, non, mais je rigole. Madame Martine Nourry, c'est à vous. Merci. Moi, j'avais une question sur la répartition. Par exemple, vous disiez qu'il y a des élèves, des classes, des écoles qui peuvent bénéficier de sorties, qui répondent aux différents projets de maquettes, etc. Est-ce que vous avez lancé une analyse fine pour savoir si ça vient de l'ensemble du département de l'académie ou est-ce que ça tient surtout du côté proactif de certains enseignants qui ont envie en fait d'inscrire leurs enfants, leurs élèves dans ces projets-là? Et notamment, est-ce qu'il y a des zones, des écoles, des types d'écoles, notamment je pense aux zones d'éducation prioritaire, qui peut-être ne participeraient pas parce que on n'a pas le temps, parce qu'on se dit que la priorité c'est le savoir lire, savoir compter, et qui ne bénéficieraient pas de ces expériences qui pourtant peuvent ouvrir un peu. Est-ce qu'il y a des chiffres autour de ça? Alors juste en fait pour préciser, et je ne suis pas rentrée dans tout le détail de notre parcours à l'Éducation nationale, mais en fait on a commencé par les zones d'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'en fait on a eu 3 écoles, 10 écoles, 500 écoles et 6 circos volontaires, et on s'est appuyé sur les zones d'éducation prioritaire justement. On est un département où on a 54% en fait d'élèves en zone d'éducation prioritaire, avec des coordonnateurs justement pour ces zones d'éducation, et ça a été notre pilier et notre levier. Et justement du coup, ce sont ces élèves en zone d'éducation prioritaire
qui ont bénéficié vraiment massivement du développement de ce projet Paré pas Paré. Et ensuite, on a finalisé il y a 2 ans avec le reste de toute l'académie. Et cette année, vraiment, on a fait rentrer également aussi tous les établissements. On va faire rentrer là, pour la distribution des cahiers d'activités Paré pas Paré, l'ensemble des élèves d'écoles privées également. Voilà. Comme ça, on sait qu'on couvre vraiment le public, le privé, et que ces zones d'éducation prioritaire ont vraiment fait l'objet d'une attention tout à fait particulière, parce qu'on savait aussi que si on y arrivait à cet endroit-là, après, on pouvait le décliner également dans toutes les autres zones de l'île. Et du coup, pour répondre sur la question des sorties scolaires, ce qu'on fait nous, c'est qu'on lance en fait le concours de maquettes. Donc là, on va bientôt le lancer d'ailleurs, à travers du coup le rectorat qui fait une communication officielle du coup à l'ensemble des établissements scolaires. Et ensuite, les enseignants, du coup, s'inscrivent directement auprès de nous pour qu'on puisse recevoir les projets de maquettes, les vidéos, puisqu'on a un dossier, en fait. On récupère un dossier qu'on demande de réaliser par les élèves. Et ensuite, on a du coup un nombre de dossiers qu'on analyse, qu'on juge finalement, même si on est qui pour juger, mais on fait de notre mieux. On a fait une grille d'analyse, d'évaluation. Donc, on analyse tout ça, on a un classement et ensuite, c'est les 10 premières classes du coup qui partent en sortie scolaire. Puisqu'on a commencé en 2021 avec 6 sorties, on en est maintenant à 10. On espère encore pouvoir augmenter ce chiffre, mais encore une fois, c'est une organisation à mettre en place avec les partenaires techniques qui n'ont pas forcément le temps, puisqu'on est sur une période de sortie qui va de mai à juin. On le fait en fin d'année pour terminer l'année en beauté finalement et récompenser le travail des élèves. Donc voilà, c'est une mécanique qui se met en route. On n'a que 3 ans de recul sur ces sorties scolaires qui fonctionnent. Après, voilà, du coup, l'information passe à tous les niveaux. On a tout le département qui s'inscrit. On pourrait faire une analyse fine des collèges, enfin des établissements qui participent, puisqu'on a le référencement dans nos fichiers. Mais ça pourrait être intéressant. Oui, c'est tout le département et on a des sorties sur tout le département. Voilà. Oui, finalement, c'était ma question, ou assez proche, on va dire, de celle qui a été posée, c'est d'avoir un espèce de référentiel pour savoir le nombre, peut-être à la fois de classes touchées, mais peut-être aussi le nombre d'élèves touchés par rapport au potentiel, en fait, en réalité. Et s'il y avait l'objectif d'atteindre le 100% ou quelque chose qui s'approche au 100%, et la même question côté collectivité touchée ou non, ou à toucher dans un avenir plus ou moins proche, est-ce que ça s'est tracé? Et puis également, si l'expérience, elle est uniquement réunionnaise, ou si vous avez connaissance du même type d'expérience à l'échelon plutôt national ou peut-être interrégional, je ne sais pas. Alors, au niveau en fait de l'académie, on a plus de 200 000 élèves. Donc en fait, tout ce qui est en amont en fait du CM1, on l'a déjà testé dans les phases prérequises au tout départ et au démarrage du projet. On a testé, enfin la Pirois a testé, on a ouvert à des classes de maternelle, donc du 3-5 ans. On a testé sur du cycle 1 chez nous, du cycle 2, des CP, CE1. On a travaillé bien entendu avec des psychologues scolaires. On s'est rendu compte qu'en fait, la notion de risque n'était pas palpable et qu'elle était voire parfois un peu dangereuse au niveau de l'inconscient de l'élève, et que c'était vraiment à partir du CM1 que là en fait ça créait vraiment une dynamique, que la résilience pouvait être comprise, qu'il y avait les notions de danger, de risque qui étaient perçues, mais qui pouvaient être perçues positivement, pas qu'avec un phénomène uniquement de stress, de peur, parce que chez les élèves déjà à 3-4 ans ils sont capables de
vous raconter des choses, soit qui se passent dans leur famille, soit qu'ils ont vu à la télé, qu'on leur a pas expliqué. Et ça peut déjà créer en fait des formes complexes en tout cas de traitement de l'information. Donc vraiment on travaille avec et en partenariat avec ces psychologues scolaires dont on s'est entouré. On a privilégié vraiment la forme positive de la connaissance sans avoir de risque de déviance et de peur d'émotionnel en fait impactant vraiment plusieurs élèves. Et c'est à partir du CM1 que l'on a co-construit ensemble avec les partenaires, la Piroie, la partie médicale en lien avec ces psychologues et les pédagogues de l'éducation nationale, tout ce programme. Donc en fait on sait très bien qu'il y aura une frange en tout cas de nos élèves qui ne seront jamais touchés à ce jour en tout cas, ou pas sous cette forme. Voilà, ça peut être vraiment sous forme de jeu peut-être, mais en tout cas on reste aussi très prudent pour pas développer une forme de psychose ou quoi que ce soit. Loin de là, en fait, l'objectif c'est vraiment d'apprendre en s'amusant. Ça, ils l'ont bien compris les élèves et en général ils s'amusent énormément. Mais en même temps aussi nous de protéger en fait aussi bien entendu ces élèves qui, je vous le rappelle, des fois sont soumis vraiment à des images de télévisuels en fait qui ne leur sont pas expliquées et ils arrivent le lendemain dans des classes. Moi je vois par exemple, on a travaillé sur de l'attentat intrusion et on a eu du psychotrauma avec des exercices de moyenne ampleur parce que l'élève par exemple la veille il avait vu ce qui pouvait se passer en Israël, des bombardements de ceci de cela qui lui avaient pas été expliqués et on a dû déclencher des cellules psychotraumatiques sur un exercice. Et donc du coup on avait travaillé l'exercice pourtant des mois avant. Donc c'est vous dire qu'en fait ces enfants ils sont très réceptifs, ils captent beaucoup. Par contre, il faut leur expliquer, parce que si on ne leur explique pas, c'est là où on peut basculer vers justement ce qu'on ne souhaite pas. Voilà, donc un émotionnel à rediriger après, enfin à recontrôler. Merci. Du coup, sur la partie plutôt communale, donc on se fixe pour le moment une commune par an. C'est déjà beaucoup de travail à mettre en place puisque toutes les formations sont personnalisées à la commune. On s'imprègne vraiment de leur fonctionnement, donc on analyse les plans communaux de sauvegarde pour aller au plus proche de la réalité et pour intervenir du coup auprès des agents dans le meilleur des cas pour qu'ils comprennent leur organisation et qu'ils se coordonnent entre eux. Donc voilà, une commune par an pour l'instant entre les formations et les exercices. Ensuite, à la Piroie, je le disais au début, on a 5 projets de prévention, en tout cas de réduction des risques de catastrophe. Donc tout ce qu'on fait en fait à la Piroie, à la Réunion, sur le projet Paris par Paris, est répliqué de la même manière puisqu'on utilise la même méthodologie avec le réseau de partenariat, avec les outils éducatifs dans le milieu scolaire, les outils événementiels. On a aussi un partage d'expérience entre les différents pays de la zone puisqu'on échange nos outils, on les réadapte au contexte local. Donc ça existe, en tout cas dans la zone de l'océan Indien. Ensuite, sur toute la partie communale, il y a beaucoup de choses qui sont faites en métropole, avec des bureaux d'études qui s'en chargent. Et nous, à La Réunion, c'est la Croix-Rouge française. En tout cas, on se donne ce défi. Puisque nous sommes auxiliaires de l'État public, donc ça rentre dans nos fonctions. Voilà. J'ai répondu à la question. Mais... Bien, je prends la suite pour poursuivre dans la réponse à votre question, puis également à la première question posée, notamment sur les perspectives ailleurs qu'à La Réunion. Donc il me semble que le projet Paris par Paris s'est exporté aux Antilles depuis l'année dernière et qu'il est actuellement développé à la Guadeloupe, c'est bien ça? Il est en phase, oui, et à la Pirac, ils ont travaillé sur le cycle 4. Exactement. Nous sur le cycle 3, eux sur le cycle 4. Et donc on va faire des échanges, on en parlait avec Lauriane, pour pouvoir échanger vraiment sur les aspects pédagogiques qui ont été développés dans d'autres DOM. Voilà, puis pour répondre un peu plus à la première question sur le temps de mise en œuvre, donc vous avez bien compris qu'il y avait un aspect stratégique à travers au tout début du programme, qu'on a vraiment très très bien expliqué Isabelle. On était sur un petit volume et au fur et à mesure du programme, on a augmenté concernant le volume élève et donc forcément, quand on augmente, le temps prend plus d'importance. Et donc là, sur le prochain volet qui est le développement sur le cycle 4, on se fixe globalement 2 ans.
2 ans de travail préparatoire pour arriver à quelque chose qui est abouti. Et ces 2 ans, je dirais, ça résulte de toute l'expérience qu'on a accumulée ces dernières années. Et il va, a fortiori, la 3e année sera un état de rétex sur la satisfaction ou non de ce travail initial. Voilà. Donc encore bravo à toute l'équipe, hein. Vous avez fait un travail formidable. Bonjour, alors je vais donner mon avis d'enseignant parce que je suis enseignant en cycle en école primaire et j'ai mis en place pareil, pas pareil. Et il y a un petit truc, c'est que ça fait très longtemps que c'est en place et moi je trouve personnellement que malgré les chiffres que ça s'essouffle un petit peu parce que c'est quelque chose qui a été très soutenu au début avec des interventions, avec des livrets. Il y a eu de moins en moins d'interventions. Les livrets, c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient très gros au début, c'était un petit peu inutile. Et puis la continuité est assez difficile. Et en ce moment, je trouve que je vois dans mon établissement que ça a du mal à perdurer parce que il y a peut-être ce manque d'intervention extérieure qui pourrait venir en appui aux enseignants de temps en temps. Je sais qu'au tout début, par exemple, la Pirois intervenait pour lancer le projet sur les écoles. Le premier module, il était fait par la Pirois. Maintenant, il me semble que ça ne se fait plus. Hein. Je peux dire que ça ne se fait plus. Je suis en CM1, donc ça ne se fait plus. Les livrets d'activité, c'est vrai que ça a été énormément distribué dans les zones prioritaires. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai changé de circonscription, j'étais en REP avant. C'est vrai qu'on avait les livrets, mais là, les livrets, l'année dernière, on n'en a pas eu en CM1, par exemple. Donc c'est aussi un frein où les enseignants devaient aller sur le site, photocopier les livrets, etc., les sortir. Et pour moi, il y a peut-être un petit souci sur le fait que ces livrets, est-ce qu'ils sont vraiment bien distribués à tout le monde, etc., pour que ce soit de façon équitable. Et après, moi, j'ai une autre interrogation, c'est la continuité sur le cycle, c'est-à-dire le cycle 3. Je suis aussi bien placée pour parler, je suis cycle 3 et arrivé en 6e, je ne suis pas sûre que ce soit fait dans tous les établissements, etc., correctement. Voilà, il y a un problème peut-être de continuité et puis peut-être aussi de relancer. Vous dites, hein, c'est long, c'est difficile d'essayer de perdurer quelque chose. Et là, je sens que ça s'essouffle un petit peu. Voilà. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Vous faites écho à cet essoufflement qu'il faut nous aussi qu'on arrive à percevoir. Et donc, je vous remercie de votre témoignage. Ce qui est certain, en fait, c'est que les livrets, on les imprime pour l'ensemble de tous les élèves de CM1 et on a des cohortes de 12 500 élèves par année. Donc en fait, il y a 2 ans, on a imprimé 25 000 élèves. Ils ont tous été distribués en circonscription. Donc en fait, tous les cahiers d'activité sont arrivés dans vos circonscriptions. Il y en a 22. Il y a 22 circonscriptions qui sont livrées par la division logistique et avec Antoine Rioux là, qui est ici présent. On travaille on est en train de recenser le nombre d'élèves de CM1 par circonscription pour pouvoir faire la livraison justement après les vacances d'octobre. On a eu un remaniement des premières et quatrièmes de couverture cette année au niveau des logos, etc. Mais en tout cas, soyez assurés que tout est livré en circonscription pour les parties REP, REP+, ou hors REP, REP+. Là-dessus, en fait, il n'y a aucun, je dirais, distorsion qui a été faite. Et cette année, c'est pareil, on va passer par les circonscriptions. Après, ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, on a eu certaines circonscriptions qui ne savaient plus où ils avaient rangé leur livret il y a 2 ans. Donc moi, après, je ne peux pas gérer le pilotage du stockage des circonscriptions. Ça, c'est vraiment pas mon rôle. Et ça, c'est à chaque inspecteur aussi de terrain de pouvoir s'approprier cette logistique, en fait. Pour ce qui est ensuite du passage en 6e, on sait que ça a été un gros point d'achoppement. Au niveau des REP, REP+, normalement, ce sont les coordonnateurs REP qui l'effectuent. Au niveau des circos qui sont non REP,
normalement, là, soit il y a un référenciant, soit il y a un conseiller pédagogique. Donc je vous remercie en tout cas vraiment de nous alerter là-dessus, parce que ça peut être un point de mise à l'honneur cette année, pour pouvoir vraiment redialoguer avec les inspecteurs, puisque nous, en fait, en amont, on construit tout le projet, on réalise des impressions, on va chercher les financements, on délivre en circonscription. Ensuite, c'est aux inspecteurs de relancer leurs enseignants. Voilà. Et à ce niveau-là, de vraiment recommuniquer avec le collège des inspecteurs premier et second degré pour que ce soit alors plus efficient. Voilà. Lauriane, tu veux dire une dernière chose? Oui, je veux juste rebondir sur l'essoufflement et l'intervention qu'on ne fait plus. Il y a eu vraiment une volonté aussi de passer un peu le bébé à l'académie pour que vous soyez autonome en fait dans ce volet scolaire et que nous on puisse finalement travailler sur autre chose, notamment sur la partie grand public. Mais on continue les interventions, donc peut-être que vous ne le savez pas, mais on intervient à travers les jeux pédagogiques. On organise des villages, enfin des caravanes de Timoun qu'on appelle avec la tortue, où les bénévoles du coup interviennent auprès des jeunes. Donc on organise des matinées ou des journées à travers le jeu. Des plannings sont organisés en amont et sur demande des établissements scolaires ou de l'enseignant, on peut se déplacer. Donc on intervient toujours, mais pas sur le même volet. Voilà. Oui, et donc, voilà, juste pour compléter également, donc par rapport à l'intervention de la Piroie, forcément, on est victime de notre succès et de l'effet de masse. Le fait qu'au début, qu'on ait que 4, 5, 10, 15, 20, 25 établissements, c'est plus facile d'intervenir. Là, maintenant, on est sur l'ensemble des écoles primaires et des collèges de Lille. Et donc, forcément, avec même toute la bonne volonté de la Piroie, ils ne peuvent pas se multiplier pour intervenir partout en même temps. Donc, il y a en effet cet effet-là. Mais en tout cas, merci de votre témoignage. Il est clair que le dynamisme de la circonscription s'appuie sur les inspecteurs de circonscription, entre autres. Et puis après, il y a le dynamisme de l'école, à savoir, j'ai mené un projet cette année, il y a un turnover dans les écoles. Et donc, comment on accueille les professeurs arrivants, comment on leur transmet le bébé. Si on attend tout de l'inspection générale, enfin de l'inspection académique ou de l'inspection circonscription, peut-être que là aussi, on doit se prendre en charge pour qu'à chaque niveau, on fasse avancer le bébé, je dirais. Voilà. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci M. Ménard. Et puis, ça sera là qu'on va clore, parce qu'effectivement, ça fait plusieurs alertes. Et à mon avis, le risque naturel, c'est qu'on se prenne une pancarte en pleine tête à un moment donné. Donc, je vous invite à rejoindre la clôture de cette journée. Il paraît qu'il y a encore des cookies pour les plus gourmands. Donc, et puis peut-être des samoussas, voire même une coupe de je ne sais trop quoi. Je vous remercie. Merci à la Piroie. Merci à vous. Et bravo pour cette synthèse. Bonne soirée. Merci à nos amis techniciens également. Ciao. Ça va mieux toi d'un coup.